Mesdames et messieurs, bonsoir, mes téléspectateurs, auditeurs de la radio des défis au CFM également. Merci de rester fidèles, bien évidemment, à votre tribune décryptage de la semaine du grand programme Dimanche c'est politique. Le décryptage de la semaine, c'est avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir, Omiad. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà. Et auditeurs, merci beaucoup. Voilà, vous êtes par ailleurs expert électoral, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Et justement, la gouvernance politique, la corruption zéro, cette thématique était au cœur, bien évidemment, de l'entretien de ce dimanche 29 novembre 2020 avec Maître Luc Ronquenry, Luc Martin Ronquenry, bien évidemment. La gouvernance politique, cela participe, bien évidemment, ou cela devrait participer à une nation plus durable, donc à un développement durable de nos nations africaines. Est-ce que cette composante est bien comprise dans nos États en Afrique? Agapit Napoléon. Écoutez, bonsoir à nos téléspectateurs, bonsoir aux auditeurs de RTFM et sans doute à ceux qui lisent le quotidien Le Matinal, parce qu'ils vont avoir un compte rendu. C'est vrai que c'est une coproduction, les programmes de dimanche. Voilà, donc un clin d'œil donc à tous ceux qui ont animé le programme de la matinée autour de François Xavier Noumon. Voilà, donc salut au plateau donc de la matinée et à tous ceux qui étaient un peu câblés. Alors oui, Maître Luc Martin Ronquenry, docteur Luc Martin Ronquenry, pour être plus complet, oui, comme d'habitude, c'est un intellectuel. De toute façon, jeter un regard d'intellectuel et d'analyste sur un peu notre modèle institutionnel et les problèmes qu'il pose. Et naturellement, ce à quoi nous faisons face, je pense que c'est un décryptage un peu de cet arsenal institutionnel tiré de notre histoire politique et qui influence notre vécu et qui influence notre avenir et la conscience que nous devons avoir de cette influence pour pouvoir peut-être nous façonner un meilleur lendemain. Il ne faut pas oublier que Maître Ronquenry a écrit la démocratie consensuelle. Et dans sa dynamique à lui, c'est que nous devons tenir compte de notre diversité. Parce que ce problème, il a posé le problème de l'État-nation. Exactement. La difficulté, les différentes composantes de l'État ne sont pas encore suffisamment imbriquées pour que l'État-nation soit réel dans tous les pays africains. Et même en Europe, ce n'est pas encore totalement façonné. Mais les pays africains qu'on a essayé de créer, enfin la conférence de Berlin, je ne reviens pas là-dessus. Mais quand vous revenez à l'État-nation, c'est qu'il faudrait que nous nous sentions tous ensemble. Il n'y ait pas un destin commun, le destin bénin. Exactement. Et donc, est-ce que c'est vraiment le cas? Bon, est-ce que la diversité ethnique également favorise la chose? Quand on sait que, par exemple, quand vous vous retrouvez dans un environnement où je suis, par exemple, bon, j'aime peut-être ou j'aurais voulu collaborer avec des bons. Non, le problème n'est pas l'ethnie en quelque sorte. Bon, mettre la souligne comme un des... Oui, mais le problème réel, c'est la culture, c'est les pratiques. C'est la non-acceptation. Il faudrait que nous acceptions d'abord différents, qu'on sache que le goût est le goût, le ditamari est le ditamari, et puis le lokpa est le lokpa, et que le bariba est le bariba. Si on ne comprend pas qu'il y a une diversité ethnique, et qu'il y a une diversité culturelle, et qu'il y a une diversité culturelle, on ne peut pas créer l'État-nation. Or, la tendance est quoi? Nous parlons d'abord français, premier élément. Tout à fait. Le français peut nous unir, c'est vrai, parce que ça nous permet simplement de ne pas savoir qui vous êtes. Vous êtes, oui, je suis Maforican, on ne sait pas qui nous sommes, tant que nous parlons français. Quelques accents liés à notre origine ou à là où on a grandi peut permettre peut-être de détecter, mais on ne peut pas le savoir a priori. Oui. Mais après, il faut faire la valeur de la régionalisation. On ne peut pas se contenter du français. Le français n'est pas notre langue. Parce que parler français, ça suppose que nous réfléchissons français, nous mangeons français, nous rêvons français, nous nous habillons français. Et donc, du coup, nous ne pouvons pas être nous-mêmes, on ne peut pas créer l'État-nation. Donc, on a cru pendant la Révolution qu'il s'agissait de parler français pour que les diversités ethno-régionalistes disparaissent. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi.
dès 90, tout est revenu. Hein. Et j'ai entendu même Mathieu Kérékou lui-même au second tour dire, oui, voilà, vous savez, les Abomeyens, ils étaient tout le temps, mon ministre de l'Intérieur, je gouvernais avec eux, parce que le président Soglo était, quand il était candidat à 91 avec Kérékou, et d'Abomey Boycon. Donc bref, ça n'a pas empêché Kérékou, qu'on a quand même, qui est traité tout le temps, un peu comme le gars de l'unité nationale, a quand même évoqué cette diversité ethnique comme un élément de campagne. Donc du coup, vous comprenez que c'est pas si facile que ça. Alors, est-ce que c'est la langue? Non. Est-ce que c'est l'ethnie? Plus ou moins. Mais c'est la culture. C'est la différence qu'il y a entre nous. Vous savez, moi j'ai un ami qui a une autorité. On allait manger un jour. Et j'ai pris de la crabe. Et dans ce repas, excusez-moi. Et il était ahuri. Il a écarqué les yeux. Il était étonné. Il était étonné. Le crabe dit, mais chez nous, là, mais ça donne le ticket. Il dit, on ne peut pas supposer que vous mangez ça. Vous voyez, on est tous béninois. La crabe. Les crabes, on mange ça au sud du Bénin. Hein, on mange ça, j'ai pas exactement, nous aimons. Hein, nous aimons au sud du Bénin. Et à l'entrée de Porte-Novo, les gens font la nuit pour attraper les grosses crabes. Et que d'ailleurs, on fait bien. Et puis sur la voie, vous voyez. On fait son piron et on le mange bien avec du maillot, par exemple. Alors ça, bon, si vous voulez bien, du eba aussi. C'est un fait de culture. Vous ne pouvez pas faire du baté dans sa crabe. Vous ne pouvez pas faire de gombo. Avec un peu d'amavivelle sans crabe, par exemple. Donc, on a grandi dans cette culture. Mais il y en a pour qui ce n'est pas possible. Alors, je prends cet exemple, mais j'ai trouvé ça bizarre. Qu'il soit étonné. Donc, son étonnement m'a étonné. Il m'a surpris. Et après, je me suis dit, mais on est quand même différents. Ailleurs, les gens mangent du chien dans ce Bénin. Et alors, pour nous, manger le chien, c'est quand même un animal qu'on n'approche pas. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est les habitudes alimentaires. Exactement. Il y a les habitudes sociales. Il y a les habitudes culturelles. Il y a tout ça mis ensemble, sociétal. Donc, quand vous les mettez ensemble, vous montrez quoi. Alors, comment créer la nation? La nation s'est créée autour d'un certain nombre de valeurs. Je n'ai pas envie de reprendre un peu l'auditeur de ce matin, le maître, le docteur Ounkare. Mais, je dis, effectivement, ça pose un problème. Je ne vais pas m'éterniser un peu sur cette problématique. Ce n'est pas une nouvelle intervention. Donc, voilà. Alors, la gouvernance politique, effectivement, est énormément influencée par cela. Parce qu'il y a d'abord le principe, le phénomène du fil du terroir. Et c'est ça qui rejoint. Le matin Ounkare estime, dans sa philosophie politique, c'est que lui, il est pour une gouvernance tournante. Et une présidence tournante, étant entendu que nous sommes tellement différents, nous devons tourner la gouvernance, la présidence entre les différentes couches, les différentes ethnies, les différentes régions. Et donc, il faut donner la possibilité à chaque région de pouvoir faire l'exercice. C'est une dynamique qui est la sienne et qu'il a mieux recentré dans la démocratie consensuelle, par exemple. Mais bon, donc, voilà un peu globalement. Je pense que c'est un intellectuel qui est venu aujourd'hui. C'est un analyste politique, c'est pas un homme politique du tout. Hein, c'est un analyste politique. Il est assez distant de ces faits de l'actualité. C'est pas quelqu'un qui commente l'actualité au chaud. Qui a le temps. D'ailleurs, il a rappelé qu'il aime bien se retrouver dans son marigot, qui est la justice. Et donc, voilà, là, c'est un avocat. Il a d'ailleurs parlé justement du respect des textes, des lois. Il a parlé de la Constitution. Il a quand même évoqué un aspect sur lequel je voudrais que vous donniez votre opinion. La corruption politique. Il trouve d'ailleurs que c'est dévastateur, que c'est cette corruption-là, on doit avoir peur de cette corruption, bien évidemment. On l'a dénoncé sous tous les cieux. Vous savez, quand vous lisez les vieux journaux, depuis 60 à 90, de 90 à 2016, vous allez voir toutes les commissions mises en place pour traquer la corruption. Elle est administrative, mais elle est beaucoup politique. Et c'est là que je pense qu'il n'y a pas. L'ancrage avec ce qui se passe depuis 2016 doit pouvoir être fait. Parce qu'en clair, la corruption, quand on dit la corruption politique, c'est la corruption pour l'accession au pouvoir, entre autres. Et c'est la corruption dans la gestion du pouvoir. Or, il est évident que depuis 2016, Patrice Talon, qui a accédé au pouvoir, qui connaît le système, qui a côtoyé les hommes politiques, qui connaît donc le système, qui a dit en avoir profité, il lui-même l'a dit, exactement, estime qu'il est temps de me dire mettre fin.
Et ça, il n'y a que quelqu'un qui le connaît, qui peut mettre fin à ça. Parce qu'il connaît les personnages, il connaît le système, l'environnement. Voilà. Donc, et depuis lors, il s'y met. Et on ne peut pas dire qu'il n'a pas de résultat. Donc, la corruption politique est dévastatrice. Elle n'est pas propice au développement. Elle n'est pas en harmonie avec le développement durable. Elle ne peut pas permettre une intégration nationale, donc un État-nation. Elle est sinon créatrice, donc de fossés entre les peuples, de fossés entre les régions. Elle est éminemment chrysogène. Donc, c'est ça, il faut la combattre. Or, combattre la corruption politique est plus facile à dire qu'à faire. Exactement. Parce que, regardez, Patrice Talon, quand il est Parce arrivé, que c'est quand même de gros bonnets hein, quand on parle de l'environnement politique. nous tous, on a envie qu'on combatte un fléau, mais personne ne veut que ça vienne qu'on le combatte chez soi. C'est-à-dire qu'on est heureux de dire il faut combattre, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais quand ça vient chez vous, vous êtes malheureux. Quand ça vient chez vous, vous critiquez. Donc, regardez, moi, je prends un exemple, Éric Ndete, président des démocrates, par exemple. Je l'ai vu pendant longtemps faire des questions orales pour anti-Yahi, pour montrer la faiblesse de la gouvernance Yahi, pour montrer les limites de la gouvernance Yahi, pour montrer les incohérences de la gouvernance Yahi, pour montrer les errements de la gouvernance Yahi. Mais je l'ai vu dans cette logique. Et puis après, je l'ai vu avec Yahi. Alors, finalement, j'ai dit, mais quel était le point de divergence? J'ai vu le président Yahi attaquer à Djavon. Il fait de la fraude fiscale. Et il a décrit le phénomène. Et il a dit comment ça, le mode opératoire. Et puis après, lorsqu'il a quitté le pouvoir, il est allé à Djefa. Dans le cadre avec des personnalités, il a même coulé des larmes. D'autres batailles peuvent nous unir. Non, la question que je me pose et la question que le public se pose, la question de la population, c'est où était le problème? Mais on a dit aux gens, le type est mauvais. Il fait de l'évasion fiscale. Et puis après, tu t'acoquines avec lui. C'est quoi il ne le fait plus. En fait, on est plus dans le même environnement. Est-ce qu'il a remboursé à l'État ce qu'il devrait, selon tes dires à l'État? Parce que c'est toi qui as dit qu'il fait l'évasion. Est-ce qu'il a remboursé maintenant les choses à l'État? Comment est-ce que vous êtes devenus des amis, par exemple? Il faut le dire. On a changé de chaise. Oui, mais donc ça veut dire que c'est une affaire de chaise. Donc c'est pas une affaire de cohérence, de logique, donc de corruption alors. Donc c'est là, c'est là. Parce que là, quand vous dites la corruption, ce n'est pas les dessous de table que ça. Il y a beaucoup de choses qui sont liées. La concussion, quand vous gagnez, vous devez gagner. L'abus de confiance, l'abus de position, l'abus de pouvoir, la prise illégale d'intérêt. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne quand on dit corruption. On parle de corruption. La loi 2011 et 20, la loi d'octobre 2011 qui a créé la loi, pendant le temps de la corruption de l'infraction correcte en République. Je pense que la loi a été abrogée, si je me trompe, par rapport à une autre loi qui a été votée tout récemment pour créer le Haut Commissariat. Mais cette loi a défini les différents. Et au niveau des Nations Unies, la CNUSED, l'ONUDC, je veux dire, a donné les différentes composantes ou démembrements. Donc, au niveau de la corruption, vous regardez également la Banque mondiale, vous regardez au niveau de l'UNDP. Donc, ce n'est pas que des dessous de table. Or, lorsque vous dites que le gars est mauvais, et demain vous revenez avec lui, sans dire, alors que votre parole est une parole nationale, parole d'élu, parole de personnalité, et vous changez Kazakh sans dire quel est votre point d'ancrage, le nouveau point, mais vous perturbez l'équilibre. Vous revenez sur votre position, ça veut dire que quelque chose est passé en dessous de table. Ça veut dire que quelque chose de non cohérent, de non normal est passé et que vous voulez tromper le peuple en camouflant et en vous retrouvant à nouveau et que demain vous allez encore vous chamailler parce que vous... Donc, il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Et donc, c'est certainement ce qui vous amène chaque fois à dire que quand vous changez peut-être de position par rapport à une personne, il faut pouvoir la clarifier. Il faut l'ancrage. C'est-à-dire que je peux soutenir quelqu'un jusqu'à un moment donné. Vous savez, on a beaucoup travaillé. Personnellement, moi j'ai salué la politique de Boni Yahi quand il fait le diagnostic, quand il dit qu'il faut changer, quand il dit qu'il faut faire la refondation. On était là, on a soutenu. Parce qu'il a parlé de réinvention des valeurs. Moi, je me dis pour le second mandat, personnellement, moi, je me suis investi à ma manière. Parce qu'il a parlé que le changement ne peut pas aboutir sans une refondation de la République. On était d'accord. Parce qu'il y avait les goulots d'étranglement, il y avait les pesanteurs,
Il ne pouvait pas. On doit sortir ici. Moi, j'ai vu comment il a donné un peu à tout bout, à volo. On recrute ici, on augmente ici, on fait ci. C'était un peu trop. Et après, comment tout le monde s'est retrouvé contre lui pour le second mandat. Et puis, les trucs s'enlisent à faire ICC, à faire Dainvo, à faire ci. Il était perdu. Mais il fallait sauver le président. Et il a dit, il faut rétablir les valeurs éthiques, morales et spirituelles. Mais ça, c'est une bonne chose. Il faut réinventer la République, il faut refonder. Mais c'est une bonne chose. Et il a décrit. Le processus est très bon. Mais après... La mise en œuvre. La mise en œuvre, mais il est rentré dans des histoires de... Mais il peut être confronté à ce qu'on pourrait appeler réalité politique. Quand il a été... Au moment où déjà il échouait au changement, il devrait comprendre que la refondation ne sera pas facile. En échouant déjà sur le changement, conduire un processus de changement, c'est tout un art. Ce n'est pas un truc de populisme, c'est un truc de stratège. Et le président n'a pas été seulement stratège. Bon, donc, mais on a soutenu parce qu'on estime que c'était d'abord un discours nouveau. Lorsque vous avez connu la décennie Kérékou, vous ne pouvez pas ne pas être d'accord avec ce que propose. Donc, du coup, vous dites que c'est peut-être meilleur. Mais donc, le président Yahya a fait rêver, nous a fait rêver au départ. Mais après, vous comprenez que ça ne suit pas. Prendre des décisions qui n'arrivaient pas à être en cohérence avec ce que lui-même veut. On a l'impression que lui-même n'arrive même plus à suivre ce qu'il veut de manière concrète. Et donc, il s'est enlisé. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'a pas eu de la volonté. Ce serait trop facile de dire ça. Mais après, il est allé dans tous les sens. Que lui-même, parfois, je pense qu'il s'est perdu. Et même aujourd'hui, il continue. Parce qu'il sait pas, on ne sait pas quel est l'ancrage. Donc, quand vous allez faire ça, moi, le point d'achoppement, le point où j'ai créé, personnellement, j'ai pris ma distance, non seulement de militants, mais d'analystes avec Brunei, c'est quand il est allé justement à Djeffa, pleurer. Est-ce qu'il n'était pas libre? Non, oui, mais lui, il est libre, moi, je suis libre. En tant que militant, je fais partie d'un parti politique, Parti national ensemble, on était avec l'FCBE. En tant que militant, mais en tant qu'analyste, il y a un problème. Donc je vous l'ai dit, le problème politique, c'est que je ne me retrouvais plus dans cette dynamique où on dit que le gars est mauvais, et que si que ça, et qu'après, parce que tu n'es plus au pouvoir, oh, le gars faisait partie d'un groupe qui avait dit que tu étais le danger politique en janvier 2016, que tu étais un danger politique, que tu étais le chantre même de l'antidémocratie, que tu étais... Il faut lire la déclaration des chants d'oiseaux de janvier 2016. Et après, tu as coquille, on se dit, mais c'est quoi? Pour faire quoi, finalement? Donc, cette logique de cabale contre celui qui est au pouvoir ne peut pas continuer. On a vécu ça. On a gardé les spectres de 1972. On ne peut pas continuer avec ça. Et c'est ça le danger qui était derrière l'histoire de Djeffa. Donc moi, c'était l'ancrage. C'est pour vous dire que après les gens disent, mais lui, il a bouffé Yahi, il bouffe Talon. Mais non, c'est pas une affaire de bouffer, c'est une affaire de conviction. C'est une affaire de cohérence avec soi-même. On ne milite pas pour quelqu'un d'autre. On milite pour soi. On est cohérent avec soi-même. On est cohérent avec sa logique. C'est pas une affaire. Donc, c'est pas une affaire de bouffer Yahi. Je n'ai même pas bouffé Yahi. Il le sait d'ailleurs. J'ai rien bouffé. Hein, j'ai été à mes positions normalement, sans aucune faveur. Ça, il le sait. Et tout le monde le sait. Je pense que moi, j'ai eu à le dire devant certains que je n'ai rien, je ne dois rien pour le président Yahi. Il le sait d'ailleurs. Et je le sais, et nous le savons, et autour de lui, beaucoup le savent. Donc, par ailleurs. Oui. Mais, donc, l'ancrage politique est important. Et quand je le dis pour aujourd'hui et pour demain. Et c'est pour ça que la réforme du système partisan est quelque chose d'important. Parce que la corruption électorale dont on parle, la corruption politique. Part de là. Aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, quand vous regardez une UP qui fait le tour en installant des administrations, regardez la manière dont les élections communales ont été faites. C'était régionalisé. Les coordinations régionales ont joué un grand rôle. Au niveau, donc, c'est déjà un début pour des partis qui se sont créés à peine moins de 2 ans. Il y a déjà une bonne dynamique. Maintenant, il faut le maintenir, il faut la maintenir. Les réformes au niveau du système partisan contribuent à cela. Le financement des partis politiques contribue à cela. Donc, le gars qui est Manitou, qui amène l'argent de nulle part et qui en impose à d'autres, et qui peut prendre l'argent dans tous les sens et orienter les décisions dans tous les sens, aujourd'hui, nous sommes sur une dynamique qui met fin à cela. C'est quelque chose à saluer. Après, c'est pas encore achevé. On doit continuer. Mais, donc, vous comprenez que la corruption politique est un gros danger pour le développement. Et ça,
je rejoins Maître Carré à la matière. Et d'ailleurs, il a parlé de la Constitution, justement, là, par rapport à la Constitution. Vous savez, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a quand même, ou demande au Bénin de pouvoir tout simplement annuler cette révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Comment trouvez-vous, comment appréciez-vous justement cette énième décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Moi, je suis un défenseur de liberté. Je le dis toujours, je suis un homme libre, je défends, je suis ça. Et normalement, nous devons respecter cette cour. Parce que sa mise en place n'a pas été facile. Et c'est toujours bon que nous ayons des organisations régionales, des structures régionales qui prennent le pas sur nos États. Parce qu'on ne peut pas vivre en enclos, on ne peut pas vivre enfermé. Mais j'avoue que cette cour va dans tous les sens. Et honnêtement, moi, je ne sais pas ce que ça arrive. Cette cour a demandé de ne pas aller aux législatives. Cette cour a demandé de ne pas organiser les élections communales. Et cette cour veut qu'on ne va pas la présidentielle. Mais elle s'ingère dans les affaires intérieures. Or, la non-ingérence dans les affaires intérieures fait partie d'un des principes sacrés. Même aujourd'hui de l'Union africaine, le droit d'ingérence est sur la base d'un certain nombre de réalités. Alors donc, la Cour doit avoir des critères, doit avoir des compétences, doit avoir des dépendances, de préservation des droits civils, politiques, des droits économiques, des droits sociaux. Tout ça, c'est vrai. Mais quand même, quand des gens nommés s'impose pas à un État, il y a un minimum de retenue, et il y a un minimum de formule, et il y a un minimum de manière. Et j'ai l'impression qu'à Arusha, il y en a qui perdent leur boussole. Et je pense que, honnêtement, moi, j'ai pas envie de médire de l'institution. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est un beau texte, qui est d'ailleurs intégré à notre Constitution, et qu'on doit s'approprier, que chacun doit comprendre. Mais il y a toujours ce problème que l'Afrique, que nos pays doivent intégrer. La liberté, les droits humains, les droits civils, les droits individuels, tout ça doit s'imbriquer avec des droits collectifs, avec des droits communautaires, avec des droits de groupe. Parce que... En fait, vous trouvez que ce n'est pas compris il y a un mélange et il y a une sorte de choix. Et c'est là le drame avec la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et j'espère, je crains, parce que quand on ira avec la tête filante avec la Cour africaine de justice, la Cour de justice de l'Union africaine, si on devrait y arriver, je pense que ça va être un gros cafouillage. Parce que les droits individuels, oui, mais les États sont d'abord garants des droits collectifs. Nous sommes une communauté d'États. Un État, c'est quoi? Un territoire, une population, un pouvoir. Le pouvoir, il est d'abord là pour garantir le vivre en commun, le vivre ensemble. Alors, le vivre ensemble, ça mérite un certain nombre de règles. Lorsque, moi, au nom de mes droits, je crée dommage à une vingtaine de personnes, est-ce que c'est ça qui est la liberté ou les droits individuels? Je ne pense pas. Il y a une réflexion qui a eu lieu à l'université d'Abomey-Calavi le samedi 28, donc hier, qui m'a fait beaucoup plaisir sur Covid-19 et les droits individuels, les droits humains. On a parlé des droits politiques et civils, on a parlé des droits économiques, sociaux et industriels. Et c'est intéressant parce que l'avènement de Covid-19 a montré clairement que ces droits sont limités et ils peuvent être limités à tout instant par l'État. En Europe, après le Conseil d'État a dû délibérer sur un certain nombre de trucs. On a dit, on a fait confiner les gens. On a mis de rester chez vous. On a obligé les gens à rester chez eux. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours confinement. Et effectivement, on parle de confinement sans qu'il y ait une loi, par exemple. Exactement. Et puis on dit, si vous sortez, vous payez une amende de 135 €. Exactement. Et donc, l'État français n'a pas légiféré parce qu'au nom de la préservation du droit collectif. Bon, est-ce que ça, ce n'est pas exceptionnel? Non, c'est pas. Même les pactes humains de 66, même la Déclaration des droits de l'homme met l'accent sur la limitation de ces droits. Votre droit est reconnu, mais il est limité par la loi au nom du droit collectif. Donc, on a un champ limité. Même notre article 23 de la Constitution nous donne une kyrielle de droits. Droit de ci, de ça, d'organiser, de ci, d'appartenir, de ça. Mais elle est réglementée par la loi. Donc, ça veut dire quoi? Elle est régie par une loi. Et la loi permet, à des moments donnés, que l'État régule.
que l'État organise. Et puis que l'État doit organiser, il peut avoir, en le faisant, certains droits peuvent être touchés. Et donc, il faut trouver le mécanisme. Alors, quand la Cour africaine, au nom de je ne sais quelle théorie, s'ingère dans le fonctionnement des États de manière aussi brutale. Est-ce que c'est une ingérence volontaire quand on sait que c'est un Béninois, c'est un citoyen quand même qui a saisi la Cour? De manière brutale et à mon avis arrogante, j'estime qu'il faut préserver les États. Parce que on n'est pas encore dans des cas chroniques. Si, vous savez, il y a eu le génocide au Rwanda. On ne le souhaite pas. Mais quand Radio 1000 Collioure a commencé, si quelqu'un s'était hâté de la fermer, on allait dire entrave à la liberté d'expression, entrave à la liberté de presse, on l'aurait taxé de beaucoup de choses. Et pourtant, le danger est venu par là. J'étais jeune journaliste, j'ai suivi la première ministre Edith Uwilingiyimana à l'époque, tuée pratiquement en direct sur RFI. C'était horrible. Elle criait, ils sont là. On était à Cotonou, mais même en disant ça, je l'achète. Donc, ces choses-là ne doivent pas continuer à exister. On a connu des situations en Côte d'Ivoire, en 2010. Donc, en 2000, qui s'est prolongé jusqu'en 2010-2012. Donc, je pense que nous devons tenir compte de notre histoire pour mettre en place des systèmes. Et en la mise en place de la Charte africaine des droits de l'homme, l'adoption de la Charte africaine en 1981, son entrée en vigueur, quelques années plus tard, sa mise en vigueur, et globalement la création de la commission, ça fait 2004, pratiquement actif en 2006. Je pense que vraiment opérationnel en 2009, donc ça fait pratiquement 10 ans. En 10 années, je pense que la Cour n'a pas réussi encore à trouver vraiment sa marque. Il ne s'agit pas d'être en opposition avec les États pour être populaire. La Cour est mise, ils sont normés par les États, ils sont installés par la Commission, ils sont normés par, c'est les États qui les désignent, c'est la Commission de l'Union africaine qui les, la conférence des chefs d'État de l'Union africaine qui les nomme. Est-ce que c'est le problème des hommes qui anime cette Cour ou c'est quel problème? C'est les États qui les proposent. C'est la conférence des chefs d'État. Je pense qu'il va falloir regarder un peu les pouvoirs. Il faut faire en sorte que quand la Cour décide, quand la Cour prend des décisions, que les décisions puissent être exécutoires, opposables, d'une manière ou d'une autre, contre sanction. Mais pour le faire, il faut que ces décisions puissent être des décisions cohérentes. Lorsque la Cour demande à un État souverain de ne pas organiser des élections, quand la Cour demande qu'au niveau d'une juridiction qui est un autre ressort, on peut comprendre. Elle est dans la préservation des droits, le droit à la défense, le droit donc à plusieurs niveaux de juridiction. Mais lorsqu'elle demande à un État de ne pas organiser des élections, est-ce quelle alternative? Et qu'est-ce qui va se passer lorsque la période où l'État, où le pouvoir est terminé, qu'est-ce qui va se passer? Bon, et souvent c'est des verdicts provisoires aussi. C'est un mandat, oui, d'accord. Ok. Si on n'a pas gagné les législatives en 2019, qu'est-ce qu'on aurait fait? Lorsque le pouvoir des députés serait terminé, lorsque leur mandat serait à terme, qu'est-ce qui se serait passé? Si on n'a pas fait des élections communales, et comme il dit que il faut que on ne peut pas utiliser la réunion de la Constitution pour la présidentielle, qu'est-ce qu'on devrait faire? Mais c'est pas son rôle. En fait, il trouve que le débat sur donc la révision de la Constitution devrait être consensuel. Et donc le débat doit se faire, et justement, et que ça ne doit pas être dans la clandestinité et dans l'urgence. C'est une arrogance. C'est une arrogance. C'est une arrogance. C'est une ingérence déplorable dans la vie institutionnelle. Parce que le débat n'était pas un débat clandestin. La question de révision de la Constitution est une vieille question. Et donc, pour lier les mandats, pour faire des mandats alignés, faire des élections le même. Ça là au moins c'est validé lors du séminaire de juin 2018. C'est validé lors vous voulez parler du dialogue politique. Mais les gens disent on n'a pas parlé de la révision de la Constitution. Mais on ne peut pas aller à l'alignement des mandats sans réviser la Constitution. Les députés ont un mandat de 4 ans. Le président a un mandat de 5 ans. Comment vous voulez aligner les mandats sans aller à la révision de la Constitution? C'est pas d'histoire. C'est un raisonnement logique. C'est le minimum. Donc, à partir du moment où le dialogue politique a évoqué la question du mandat, de l'alignement des mandats, c'est évident qu'on doit retoucher à la Constitution. Donc, qui a été empêché de venir au dialogue politique? Le dialogue politique, c'est le dialogue des politiques. C'est les politiques
qui induit la vie politique. En Europe, je ne vois pas que ce soit la société civile qui s'occupe de la vie politique. Non, c'est les politiques. C'est pas l'Église. C'est pas les clergés. C'est pas les temples. C'est pas les défenseurs des droits des chasseurs. C'est pas les défenseurs de l'environnement. C'est ceux qui font la politique. Après, les autres peuvent, dans cette dynamique, faire l'apologie de leur, faire leur lutte, le plaidoyer pour que leurs idéaux soient insérés dans les politiques publiques. Mais donc, au dialogue politique, c'est les partis politiques qui ont été invités. Ce qui est normal. Et c'est qui les partis politiques? Ceux qui ont daigné s'adapter au nouveau texte. Le texte a été voté par le Parlement de 2015. Je continue de le dire que les textes ont été votés par un Parlement qui est mis en place sur le président Talon. C'est le président mis en place, c'est un Parlement mis en place. Donc, par exemple, Éric Nkoundé était premier vice-président, par exemple, c'est bon de le dire. En fait, vous voulez dire sur le président Adrien Mbedi, oui, en 2015, donc sur le président Boni Yahi. Et donc, Adrien Mbedi président, Éric Nkoundé était premier vice-président, il me semble. Donc, au moins pour ça. Donc, dire que les lois ont été votées en ce moment-là, promulguées, et des lois votées à l'unanimité ou à 1 ou 2 voix près. Comment, à leur exécution, on va dire qu'il faut que ce soit parce qu'il y a des difficultés et que la Cour africaine va dire non, elle n'est pas sérieuse. Moi, je pense qu'il faudrait que les membres de cette Cour essaient de prendre la hauteur. Parce qu'on en a besoin. Pour moi, on a besoin d'une juridiction supranationale. On a besoin de quelque chose de fort, mais qui entre dans la dynamique du développement. Donc il faut que la Cour se réinvente. Il faut que ceux qui animent la Cour, les textes ne sont pas mauvais, hein, c'est ceux qui l'animent qui le font très mal. Je pense qu'ils prennent position. À mon avis, ils prennent position dans les débats intérieurs des États. Et ce n'est pas bien. Ils prennent position dans les débats intérieurs des États. Et ce n'est pas bien. Je pense qu'ils peuvent faire mieux. Il faut qu'ils rentrent dans les philosophies. Vous savez, rien n'est dans l'absolu neutre. Le développement implique des sacrifices. Moi, quand on me dit le journaliste, un journaliste doit être indépendant, je dis oui, d'accord, mais indépendant de quoi? Vous dépendez d'abord du pouvoir économique qui tient l'entreprise. Après, vous dépendez du pouvoir social, déjà. Si vous ne vendez pas, comment vous allez faire la liberté de presse? Après, vous dépendez parfois du pouvoir politique. Mais là, je ne tiens pas trop de ça. Je parle du pouvoir économique. Mais rien que le pouvoir économique peut vous entraîner sur le pouvoir politique. Ailleurs, dans n'importe quel pays, les grands groupes, donnez-moi le pays. Ils sont sous l'emprise des pouvoirs économiques, des pouvoirs financiers, même sous l'emprise des lobbies. Même sous l'emprise du pouvoir économique, on peut être professionnel. Non, les journalistes sont professionnels. Les patrons orientent la ligne éditoriale. Les journalistes, ils font le travail, oui, c'est normal. Ils sont professionnels, ils font le travail. Après, oui, le voir à moitié vide à moitié plein, c'est une manière de voir. Et ça, on ne peut pas dire qu'il y a une mauvaise lecture. Mais il y en a qui se font un peu les moralistes, les puritains ou les puristes. Non, ils se trompent. Il n'y a pas une seule manière de regarder un verre. Il est à moitié vide, il est à moitié plein. La salle est à moitié vide, elle est à moitié pleine. C'est un regard. Et le regard, il faut savoir quel objectif. Donc, en Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est des politiques volontaristes. Après la Première Guerre mondiale, des politiques volontaristes. Le plan Marshall, quand on a mis en place le plan Marshall, c'est une politique volontariste. C'est une politique volontariste. Donc, dans les États, lorsque vous savez là où vous êtes, d'où vous partez, où vous allez, vous devez vous préparer. Qui voyage loin, ménage sa monture, on dit. Donc, il faut se donner les moyens d'atteindre la politique. Et là, il y a des sacrifices qui doivent être faits. Qui doivent être faits. On doit faire des sacrifices pour atteindre certains objectifs. Ce qui ont fait, aujourd'hui, on a les rails qui ne marchent plus aujourd'hui. Mais pendant longtemps, le train a été un bon moyen de déplacement pour nous. Mais ceux qui l'ont fait, ont dû se sacrifier. Quand vous allez en Europe, vous avez le métro, par-ci, par-là. Mais vous vous demandez, mais comment les gens peuvent imaginer? Mais ils se sont sacrifiés. Ailleurs, les nôtres, les esclaves ont été pris, mis la contribution. Mais il faut saluer l'ingénuité de ces gens-là. Et nous faisons quoi? Qu'est-ce que nous préparons pour demain? Il ne s'agit pas de créer démocratie. Ça ne nourrit pas si vous ne créez pas la richesse.
si vous ne produisez pas. Alors donc, de quelle démocratie on parle si elle n'est pas porteuse de développement? De quelle liberté parle-t-on si elle n'est que purement théorique? Le bavardage du matin au soir, dans l'âge, clapoter les touches des androïdes et injurer par réseaux sociaux. C'est ça la démocratie? C'est ça la liberté? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un ancrage. Il faut que la jeunesse, il faut que l'élite, surtout africaine, soit motivée par les impératifs du développement, en disant qu'il y a des sacrifices à faire. Et là, c'est là qu'on peut se rejoindre. Et donc, lorsque vous l'animez, c'est comme la Cour africaine des droits de l'homme des peuples, en lisant, parce que comme il dit, les textes ne sont pas mauvais. Hein. La déclaration, la charte africaine n'est pas mauvaise du tout. Elle est encore d'actualité. Il suffit de bien l'appliquer. Et que les orientations avec l'Union africaine, les textes de l'Union africaine et la Cour de justice de l'Union africaine, qu'il y ait un bon travail qui soit fait et qu'on sache que peut-être dans les 20 années à venir, on doit, ou dans les 50 années à venir, on doit impulser un développement en Afrique. Et ce développement oblige à des sacrifices qui doivent être faits. Et ces sacrifices-là doivent pouvoir même impacter quelques libertés individuelles. Il ne s'agit pas donc d'empêcher les gens d'aller et de venir. Il ne s'agit pas d'empêcher les gens d'avoir une opinion politique, non. Mais ceux qui veulent se dérober à l'État et pensent qu'ils peuvent faire attentat et se revendiquer droits individuels quand ils auront tué une dizaine, une vingtaine, une trentaine, ou bien utiliser les cocktails Molotov ou brûler et après se revendiquer des droits individuels, ça pose un problème. Et donc, on doit intégrer tout ça dans l'analyse des droits civils politiques. Et parce que les droits économiques dont on parle, les droits sociaux, les droits sociaux, les droits économiques, les droits industriels aussi sont bafoués. Et on ne fait pas beaucoup attention à ça. Ils sont bafoués par ceux qui parfois énoncent les droits politiques. Nous sommes jaloux des libertés. Oui, mais tout ça c'est lié, c'est ensemble. Il n'y a pas l'un, il n'y a pas. Vous êtes un acteur social, vous êtes un acteur économique, vous êtes un produit économique. Oui, parce que vous êtes une personne civile, vous avez une famille, vous consommez sur le marché. Donc, on ne peut pas dissocier votre droit individuel de votre droit économique. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, on doit pouvoir faire en sorte que tous ces droits-là, ensemble, s'imbriquent. On ne peut pas les dissocier. En les dissociant, on crée ce qui ne peut jamais exister. C'est comme si vous dissociez les membres du corps, la tête, après vous dites que ça fait un individu. Non, c'est un ensemble. Et même les organes que vous ne voyez pas. Nous parlons, nous sommes debout parce que tout ça là fonctionne normalement. Un dysfonctionnement et puis on s'écroule. Voilà, donc c'est ça l'édifice en fait. Il faut regarder la société comme vous et moi debout en train de parler à l'instant et que dans l'instant qui suit, un dysfonctionnement et on s'écroule. Voilà exactement. Donc il faut éviter les dysfonctionnements sociétaux, les dysfonctionnements institutionnels. Donc quand vous parlez du développement durable, vous devez pouvoir avoir l'œil sur tout l'arsenal qu'il faut mettre en branle. Et si parfois ça peut heurter certains droits, pourquoi pas? Très bien. On va finir par cette déclaration du parti en création, les démocrates, qui trouve que, justement, après, parce que vous vous rappelez, dans cette semaine, au Conseil des ministres, le gouvernement a fait part de ce décret qui pourrait porter, de ce décret qui enclenche, bien évidemment, même si la Sénat a commencé les choses, donc enclenche le processus et que la tenue des élections, le premier tour se tiendra donc le 11 avril. Les démocrates trouvent que, justement, compte tenu de nos tests en vigueur, que nous sommes en parjure et que, en réalité, le mandat finit le 6 avril. Agapit Napoléon Baforican. Ça fait rire. Ça ne fait pas rire. Si, ça fait rire. Il y a une déclaration. On n'est pas allé, ce n'est pas une interview, c'est une déclaration bien pensée et on a écrit, on a publié. La révision de la Constitution, la loi portant révision de la Constitution est d'abord une loi. D'accord? C'est une loi dont le vote a fait l'objet de contrôle de constitutionnalité. N'est-ce pas? Donc, loi déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle, loi promulguée, loi publiée, ça s'applique comme la loi de l'État. Et tout citoyen respectant l'État ne doit plus parler d'autres choses. Ça veut dire que comment un individu peut s'arroger
des matières, des droits qui ne le concernent pas. Qui ne le concernent pas. Il n'est pas, lui n'est pas, quel démocrate est revêtu d'un mandat de qualifier ces choses-là, si ce n'est pas une institution qui est chargée. Notre constitution de 1990, révisée en 2019, considère que c'est la Cour constitutionnelle qui juge la constitutionnalité des lois. Mais c'est tout. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent à toutes les autorités civiles et juridictionnelles. Alors, du coup, donc c'est eux qui sont dans la négation institutionnelle. C'est eux qui méconnaissent la constitution, même originale du 11 décembre 90. Est-ce qu'on peut le dire ainsi quand on sait que c'est des anciens députés, d'anciennes personnes qui ont sévi cette nation? Qui ont certainement vite oublié qui n'ont pas bien compris la constitution de 11 décembre 90. Je pense qu'il faut qu'ils relisent bien et voir le rôle de la Cour constitutionnelle. Qu'on le veuille ou non, elle a ce rôle-là. Donc, pour moi, non, moi pour tout citoyen, on peut les critiquer. On peut critiquer. Hein? On peut critiquer, comme l'a dit le professeur Olo, il était ministre des Relations avec les institutions du président Soglo en 91. Et bon, alors, non, en 93, je me rappelle, il y avait un conflit entre Soglo et l'Assemblée nationale, la Cour a tranché en faveur de l'Assemblée, le gouvernement a critiqué, bon voilà, quoi, on a dit, ah non, les dirigeants de la Cour ne sont pas susceptibles de recours. Il dit, oui, d'accord, mais elles sont susceptibles au bout de critiques. Hein, ça, c'était dans l'interview. Alors oui, effectivement, les dirigeants de la Cour sont susceptibles de critiques, mais pas de recours. Donc, la Cour a estimé que la révision de la Constitution du 11 décembre 90, en 2019, est conforme à la Constitution. Mais quand c'est dit, ça s'impose. Alors, donc, toi, tu es qui pour venir dire que, bon, voilà, c'est forfaiture, c'est ci, c'est ça, c'est antidémocratique? Oui, d'accord, c'est antidémocratique, d'accord. Mais forfaiture, non. Toi, tu peux dire que c'est antidémocratique si tu penses que c'est antidémocratique. Est-ce que dans ce mécanisme que vous avez quand même rappelé, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent quand même échapper à ces institutions? Bien sûr, les choses peuvent échapper aux institutions et ils peuvent faire des rectifications d'erreurs matérielles. Hein, la Cour peut reprendre. Mais dans le cas d'espèce, il n'y a rien à reprendre. Je vais vous expliquer. Il y a alignement de mandat. Avant, la Constitution de 1990 a donné 5 ans au chef de l'État et a dit que le second tour a lieu 2 semaines après le premier tour. Or, il s'est avéré que ce n'est pas aussi facile que ça. Et donc, déjà, la Cour a déjà modifié une fois que les 2 semaines-là. On a dit, en 2001, lorsque il y a eu cette affaire le président Soglo a refusé d'aller au second tour, on a suivi, on a dépassé les 2 semaines. Et on s'est retrouvé à un match amical, comme on le dit. Bon, là, n'est pas le problème, mais c'est qu'on a dépassé les 2 semaines, qui étaient les 2 semaines constitutionnelles. Parce que la Cour a pris acte de ça et a repoussé. On a connu la même situation. Je ne me rappelle plus de quelle année. En 2006. En 2006, la Sénat s'est rendue, la Sénat a estimé qu'elle ne pouvait pas organiser matériellement le second tour 2 semaines après. Donc on venait de proclamer le premier tour mardi, et la Sénat a sollicité la Cour constitutionnelle pour repousser la date du second tour. Et la Cour lui a donné acte, le vendredi, pour demander, effectivement, oui, qu'on peut repousser au mardi ou au mercredi. Mais bon, le président Kérékou a dit non. Mais c'est le gouvernement qui convoque le corps électoral. Donc, la Cour a accepté, la Cour a concédé qu'on pourrait repousser le second tour. C'est vrai, ce n'est pas le mandat présidentiel qui a repoussé, mais le délai de 2 semaines constitutionnelles, le délai de 2 semaines après le premier tour est constitutionnel. Et donc, la Cour l'a bougé au nom. Donc, ça, ce n'est pas le contrôle de constitutionnalité, c'est la régulation de la vie politique, de fonctionnement des institutions. Et donc, de bon fonctionnement de processus électoral. Ça, la Cour en a les prérogatives. Donc, qu'un député, que des parlementaires ignorent ces choses, ce n'est pas normal. Qu'ils le disent en voulant faire de la politique politicienne, ce n'est pas normal. Ils le savent beaucoup mieux que moi. Ils siègent au Parlement. J'ai été nourri avec des frais de l'État pendant tout ce temps-là. Ils ont le devoir de le savoir. Donc, il n'y a aucun mal à ce que la Cour ait complété, à ce que la Cour ait accepté, hein, qu'on bouge un peu les choses pour pouvoir être en cohérence avec la nouvelle donne de 2019-2020. En 1990, on a pris une décision, selon la logique de l'État. À l'épreuve, on s'est rendu compte que
les mécanismes mis en place en 90 ne fonctionnent plus comme il faut. On est allé à plusieurs rencontres. On a compris que les 2 semaines là ne fonctionnent pas. Il fallait proroger ce mandat déjà. Les 2 semaines pour entre le second tour. Ensuite, on a parlé de l'alignement des mandats. Donc, il faut aller, pour aligner les mandats, il faut réviser la Constitution. Et tout ça là, donc il faut bien préciser les dates. Mais si on s'enferme dans le 6 avril nécessairement, on peut échouer. On peut ne pas. C'est une constitution futuriste. Ce n'est pas une constitution de 2020, fin 2021. Ce n'est pas une constitution taillée pour le président Talon. Donc c'est une constitution futuriste. Et dans le cas d'espèce, on a recalé les dates, les délais. Et d'après on a recalé les délais, ça veut dire que le constituant dérivé, le peuple, à travers ses représentants élus, ont accepté donc de bouger un peu les dates et de permettre que le mandat soit remis en jeu le 2e dimanche donc du mois d'avril et que le pouvoir soit remis le 4e dimanche du mois de mai. Vu ainsi, c'est le peuple qui l'a voulu et un individu ne peut pas s'imposer au peuple. C'est clair. Alors, est-ce qu'on est d'accord que le peuple exerce sa souveraineté à travers ses représentants élus? Est-ce qu'on est d'accord que c'est l'Assemblée nationale, représentant élu du peuple, qui a pris la décision? Est-ce qu'on est d'accord que la Cour constitutionnelle, qui contrôle la constitutionnalité, a contrôlé et a dit que c'est OK? Est-ce qu'on est d'accord que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours? Est-ce qu'on pose à tout le monde? Est-ce qu'on est d'accord que le texte a été promulgué? Est-ce qu'on est d'accord qu'il a été publié? Alors, où est le problème? Donc, en tout cas, je pense qu'il faudrait qu'on soit cohérent et qu'on fasse des bons débats. Il faut qu'on pose les problèmes. Il y a assez de problèmes de développement que le président peut poser. Et je pense qu'ils peuvent compléter ce qu'il fait le chef d'État. Ils peuvent même lui donner des idées. Et c'est ça une opposition. Je pense qu'il faut penser développement durable et non politique, politicienne. On l'a tellement fait. On en connaît les limites. On peut peut-être, le génie béninois peut nous projeter encore dans quelques années de bon sens, à mon avis. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican, consultant politique. Vous êtes par ailleurs expert électoral, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Donc, c'est la fin de le décryptage de la semaine. On va se retrouver dimanche prochain pour votre programme. Dimanche, c'est politique. Agréable suite de soirée sur nos antennes. Merci de toujours nous suivre.